nom de l'organisation du café politique, nous vous prions de nous excuser pour ces retards avec lesquels nous avons commencé notre café. Cela est dû indépendamment de notre bonne volonté. Camarade secrétaire général adjoint, camarades membres du bureau politique, camarades membres du conseil national, camarades membres de l'exécutif national de notre parti. Président, élu et éligible, afin d'épaissir notre démarche idéologique et conscientiser nos masses pour que nous sachions pourquoi nous nous battons, pourquoi nous nous sommes retrouvés là, dans quelle lignée idéologique nous nous inscrivons et quelle lutte nous sommes censés continuer, n'est-ce pas, camarades? Merci beaucoup, Luc, d'être venu dans ce pays de Lumumba, où la lutte panafricaniste a eu ses lettres de noblesse aussi, parce que le premier martyr de cette lutte après les indépendances, c'est quand même ici que ça s'est passé, avec Lumumba. Et donc, en introduction de ce que va nous lire notre invité du jour, que nous remercions très chaleureusement, je voudrais poser quelques jalons importants afin que nous comprenions de quoi il sera question lorsqu'il va prendre la parole. Le panafricanisme en tant que mouvement, disons, sociopolitique, s'inscrit dans une longue tradition des luttes de peuples d'Afrique et d'ailleurs de peuples noirs de par le monde, afin de combattre la falsification de l'histoire de l'Afrique et puis les contacts violents avec notamment le monde européen. Nous avons donc la possibilité d'en identifier les origines dans plusieurs lieux, mais surtout à plusieurs époques. Donc on n'a pas nous donner la peine de faire cet exercice académique. L'essentiel, c'est de vous dire que c'est quand même une idéologie qui a été en mouvement à travers le monde, pas seulement sur le continent africain. Et d'ailleurs, les premières élaborations les plus solides commencent en dehors du continent africain. D'où la nécessité de revoir, je ne sais pas si c'est ce que nous dira lui tout à l'heure, si dans le néocolonialisme, dans le néo-panafricanisme, il peut être possible de reconnecter tous les peuples qui ont été mus par ces combats-là, afin qu'ils puissent faire front uni contre le retour de la domination étrangère sur le sol africain. Donc, j'ai essayé de synthétiser très rapidement trois origines principales du mouvement panafricaniste. D'abord, dans les luttes de mouvements abolitionnistes et émancipateurs du XVIIIe siècle aux États-Unis, où on a vu un certain nombre d'intellectuels noirs issus de la déportation, issus de l'esclavage, et qui ont commencé petit à petit à s'affranchir de la tutelle intellectuelle des Européens ou des Américains qui les ont envoyés là-bas. En tant que cette idée apparaît pour moi comme un leitmotiv, un slogan que nous devons nous répéter à nous tous, afin que nous sachions pourquoi nous nous battons, pourquoi nous mourons, pourquoi peut-être demain. Le logo de notre pays est très parlant aujourd'hui, où vous savez qu'il y a des candidats de l'étranger pour continuer la domination. Pour avoir autant de succès, c'est qu'ils ont su s'associer à des groupes progressistes, notamment pour créer les NAACP, National Association for the Advancement of the Colored People. C'est-à-dire les gens de couleur ont pu bénéficier. Regardez, même le célèbre meeting de Martin Luther King, il y a énormément de blancs tout autour, mais il y a des progressistes qui ont aidé à faire avancer la cause de l'humanité. Il ne faut donc pas soupçonner à tout prix et de tomber dans un racisme à rebours, là où on vous attend à être plus ouvert aux questions du monde. Il y a l'ancien mouvement de retour. C'est ce projet qui a échoué lorsqu'il y a eu le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. Le groupe de Monrovia l'a emporté et on a eu une OUA en termes d'organisation de coopération minimaliste, là où les grands esprits voulaient un pays qui pouvait tenir. Donc, comme on dit aux Africains, don't agonize, organize.
Ne vous affrontez pas, organisez-vous. Nous avons un exemple dans l'histoire. Les esclaves français qui étaient sur l'île de Saint-Domingue, pas la capitale de Saint-Dominique actuelle, mais qui est devenue Haïti, ont réussi à se révolter contre les troupes de Napoléon avec Toussaint Louverture, qui est mort peut-être 2 ans avant, mais en 1804, Haïti est né comme la première manifestation d'une révolte des Noirs pour créer un pays loin de leur terre et qui existe jusqu'aujourd'hui. Et les Africains, chapeau pour ça. Vous avez fait honneur à l'Afrique en reconnaissant que Haïti était un pays d'Afrique et qui est devenu aujourd'hui membre de l'Union africaine. Bravo Africains. Merci. Secrétaire adjoint, vous tous les camarades du PPFD, nous menons le même combat. Et donc, si j'emploie le terme camarade, ce n'est pas une formule de politesse, c'est parce que je suis heureux d'être parmi vous. Je vous apporte également le salut de la direction de la grande télévision panafricaine Afrique Média, qui est l'un des moteurs de ce nouveau panafricanisme et qui a l'intention de venir ici, en République démocratique du Congo, pour participer au combat d'émancipation africaine dans un pays de plus. Nous sommes nés au Cameroun, nous sommes maintenant au Tchad, en Guinée équatoriale, à Luanda, et bien entendu, vous êtes une étape sur votre chemin vers une Afrique libérée. Je voudrais saluer la remarquable intervention du camarade secrétaire général. Il a fait un brillant résumé de ce qu'a été l'histoire du panafricanisme. Et ça va m'éviter d'ailleurs de vous prendre trop de temps. Je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'il a posé une grande partie des bonnes questions. Je vais vous dire un mot très court sur mon parcours pour que vous compreniez pourquoi un blanc vient vous parler du panafricanisme. Moi, j'ai été initié au panafricanisme par le colonel Kadhafi. Quand je suis arrivé en Libye en 1985, 1987, il y a eu un symposium panafricanisme à Tripoli. Lorsque a été pris le grand tournant des années 90, nous avons tous suivi. On ne n'est pas panafricaniste. Le panafricanisme, c'est une initiation. On découvre, on y est initié, on découvre ses valeurs, on découvre ses combats. J'ai été aux côtés de la Jamaïria jusqu'à la fin. J'ai organisé en avril 2011 la seule conférence internationale, c'était sous les bombes de l'OTAN, qui est venue avec des gens de 27 pays, malheureusement très peu d'Africains. Il y avait des gens de chez Mugabe et il y avait les jeunes évidemment de l'African National Congress, de la ZANU. Nous avons fait ce que nous avons pu et nous avons vu notre rêve mourir. On a vu à la fois mourir la Jamaïria et on a vu mourir une génération panafricaniste. Le reste, je ne suis pas du tout parent avec la famille du commissaire européen Louis Michel, qui pratiquait le métier des arts et qui avait pour patron Saint-Michel. Le reste de mon parcours, évidemment, j'ai dirigé, comme on vous l'a dit, le mouvement des comités révolutionnaires libyens en Europe. J'ai appris, avec les Libyens, à découvrir toute l'Afrique. J'organisais notamment ce qu'on appelait les camps de la jeunesse verte alternative et internationaliste. Et on mettait en présence des milliers d'Européens, des milliers d'Africains, avec parfois des chocs culturels, comme vous l'a d'ailleurs très bien expliqué le camarade secrétaire général. Ce n'était pas évident dans les années 90. Lorsque la Jamaïria a disparu, nous nous sommes demandé, avec des camarades européens, avec des camarades russes, avec des camarades africains, si on devait continuer le combat, et on a continué. Et puis un jour, je suis arrivé sur un plateau d'Afrique Média pour défendre la mémoire du colonel, et je n'en suis jamais reparti. Je suis devenu un des animateurs de la chaîne, et depuis nous faisons beaucoup de travail. J'ai lancé une organisation qui s'appelle Panafricom, qui vise à soutenir les forces panafricanistes en Afrique et dans le monde.
il y a des comités en France, en Turquie ou en Russie, par exemple. On va en venir au sujet de cette conférence. On va quand même dire un mot sur le néocolonialisme. Le panafricanisme, c'est la réponse au néocolonialisme. C'est, je dirais même, la seule alternative pour le continent africain. Le néocolonialisme, ce n'est pas une figure de rhétorique, elle est beaucoup employée, mais c'est une réalité en marche. Le néocolonialisme, on va prendre un exemple, il est tout d'abord politique. Il a eu un symbole qui concerne votre pays, puisqu'il a été exposé en première ligne, c'est le sommet USA-African Leaders en août 2014 à Washington. On a vu Obama convoquer, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup parce qu'on convoque un élève qui a mal travaillé à l'école, mais on ne convoque pas des chefs d'État. Il a convoqué tous les chefs d'État africains, sauf le vieux Mugabe, et là-bas, on a vu un grand show qui était celui de l'organisation de ce que le journal français Libération a appelé quelques semaines après le printemps africain. Printemps africain, à l'exemple du printemps arabe, on a vu les résultats. Le monde arabe, il a été en feu, il est déstabilisé. Des pays comme la Tunisie, comme l'Égypte, sans parler de la Libye, sont dans le chaos, ont vu leurs institutions, leur industrie, notamment celle du tourisme, détruite. C'est le même projet pour l'Afrique. À ce sommet, on a vu Obama désigner 15 chefs d'État appelés à dégager, comme disent les petits voyous de M. Soros. On a vu également les grands thèmes lancer la bonne gouvernance, la thématique des 2 mandats, parce que comme les présidents américains font 2 mandats, les présidents africains, dans d'autres conditions, devraient le faire. Obama oublie que quand les États-Unis ont vécu la plus grande crise de leur histoire, la crise économique de 29, puis le combat pour la domination mondiale contre l'Allemagne et le Japon, on a quand même élu 4 fois de suite le même président. On est dans l'hypocrisie. À ce moment-là, moi j'ai parlé d'un fétichisme des constitutions. Parce qu'on va quand même aussi, il faut regarder ce que font les Occidentaux. Je vous dis tout de suite que moi je ne me considère pas comme un occidental. L'Occident, c'est le monde, ce qu'on appelle le bloc américano-atlantiste. C'est, comme l'a très bien expliqué le secrétaire général, c'est une oligarchie politico-financière. C'est cette oligarchie qui a bâti les États-Unis, ce qu'on appelle les pères fondateurs. Eux s'appellent les WASP, White Anglo-Saxon Protestants. Dans ces gens qu'on nous présente comme le modèle de la démocratie parfaite, qui soutient mon action, qui m'a salué à plusieurs reprises, lui a été particulièrement embrassé, dans tous les sens du terme, par Michel et Barack Obama. À 800 mètres de là, dans un autre bâtiment du Congrès, on tenait un sommet alternatif. Il était organisé par un organisme d'État du gouvernement américain, financé sur le budget du gouvernement, qui s'appelle la NED, National Endowment for Democracy. C'est un organisme qui a été créé par Ronald Reagan dans les années 80, dont le but est d'organiser le renversement des gouvernements qui ne plaisent pas aux États-Unis. Ils financent, ils organisent, ils créent des groupes. Donc, ce groupe tenu en hélicoptère et qui est à l'agonie au 22 grades de Paris. Le but de toutes ces fausses informations, c'est ça, c'est de jeter des jeunes irresponsables dans la rue et évidemment qu'il y ait des gens. Ça c'est encore, mais il y a le volet militaire. Il y a cette machine à occuper militairement l'Afrique. C'est le commandement américain pour faire la guerre en Afrique. Jusque 2007, il y avait un commandement unique qui dirigeait l'Eurasie et l'Afrique. Et puis, George Bush, African, se tient en Allemagne. Si vous n'avez pas encore compris, vous commencez à voir la manœuvre. Mais le souci, c'est pas ça. 2007, il y a une base militaire américaine. Elle est à Djibouti, à côté de la base française. Nous sommes en 2007, il y en a 35.
le grand projet, c'est quoi? C'est installer une super base de l'US Navy dans le golfe de Guinée sur l'île de Sao Tomé, à quelques centaines de kilomètres de l'île de Bioko, où est la capitale de la Guinée équatoriale. Le but, c'est d'installer une flotte permanente. Comme il y a une 6e flotte en Méditerranée, comme il y a une 5e flotte au Marais, vous aurez une flotte avec des porte-avions, avec des lanceurs de missiles, avec des missiles de croisière. Je vous ai dit, je ne suis pas un fétichisme des constitutions. Montesquieu ne m'a jamais empêché de dormir. Peu m'importe la forme que prendra cet État, que ce soit un État unitaire, un État fédéral ou un État confédéral, ça, c'est s'occuper des géraniums qu'on va mettre dans le jardin. Il faut avant faire la fondation de la maison. Cet État, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire essentiellement ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, la souveraineté des États. Les Africains doivent contrôler leur monnaie, la monnaie africaine. Et c'était la grande idée de Kadhafi, qui proposait une banque africaine de développement, pas la caricature qui existe actuellement, et où l'Union européenne détient 80% des fonds, une vraie banque africaine de développement, une monnaie africaine garantie sur des réserves d'or africaines. Ça, c'est la deuxième chose. Moi, je suis très engagé dans le combat contre le franc CFA, qui est un des chevaux de bataille d'Afrique média, puisque nous sommes dans ce précaré français au départ, et il faut évidemment, là aussi, sortir de ce franc français des colonies, de cette économie africaine de 14 pays qui est contrôlée depuis Paris. La troisième chose, elle est très simple. Qui cherche un protecteur trouve un maître. L'Afrique n'a pas besoin de maître. Il faut se débarrasser des bases militaires, quelles qu'elles soient. Il faut se débarrasser, évidemment, de toutes ces opérations, ces missions, de la Bundeswehr, de l'EUFOR. Vous connaissez le problème, vous, en République démocratique du Congo. Vous n'arrivez pas à faire partir les casques bleus, malgré la volonté de votre président. L'Afrique n'a pas besoin de ces gens. L'Afrique peut bâtir des troupes. Un petit pays comme le Burundi, à qui on a voulu imposer, c'est ça le sommet de l'ironie, des troupes dont il ne voulait pas. Il y a une dizaine de milliers de soldats du Burundi qui assurent très bien des missions de sécurité dans d'autres pays africains, sans les scandales que vous avez vus liés à la France. Vous avez tous suivi les viols en Centrafrique, toutes ces histoires de pédophilie, toute cette honte de l'armée française, que l'armée française ne veut pas voir ou avouer. Il faut que l'Afrique sorte de ça. Ça, c'est la troisième condition. Et la quatrième condition, on est toujours dans la globalisation. C'est pour ça que j'étais vraiment très satisfait de pouvoir intervenir sur la conclusion du secrétaire général. La globalisation, qu'est-ce que c'est? C'est vous imposer une culture mondiale qui est à base de la culture. Moi, j'en dirais un tout petit mot à la fin, qui pour moi est devenue une colonie à partir de 1944. Mais il faut une grande culture africaine. Il faut que l'Afrique retrouve la fierté de ce qu'elle fait. La culture africaine, ça ne doit pas être le folklore. Ça, on veut bien vous le laisser. Ça doit être des choses. Il y a des grands auteurs africains. Il y a eu des gens comme Senghor, comme François Fanon. Moi, j'ai eu la chance, j'ai été ami avec Marcel Manville, qui était en Libye avec moi, et qui était le secrétaire de François Fanon. Et Manville m'a parlé de Fanon, de Senghor et d'autres. Il y a une grande culture, ce qu'ils appellent, sans se féticher. S'il y a encore des passages par ici, que nous puissions aborder in concreto les défis africains à pouvoir résister à cette armada médiatique qui crée le semblant de révolution, mais qui, en fin de compte, détruisent totalement les pays concernés. Et donc, nous sommes dans ce besoin d'être suffisamment outillés afin de résister à ce qui va être une des grandes batailles que nous aurons à mener cette année, et nous y préparons nous tous, comme vous le voyez, et chaque vendredi nous avons ce café politique, mais nous nous déployons dans les milieux des masses populaires durant toute la semaine afin de nourrir de cette sève toutes nos masses populaires pour qu'elles ne succombent plus au charme de ceux qui vont utiliser qui les Lucha, qui les Philippi, qui des petits groupuscules qui vont essayer de mettre le feu à la maison
nous sommes en train d'organiser nos camions citernes pour pouvoir éteindre tout incendie devant la Nous vous prions. Les péperdés, partis de tous les âges, les péperdés, c'est les grands partis du peuple pour la reconstruction et la réconciliation du peuple congolais. Adhérons tous avec fierté nationaliste. L'unité et le progrès, c'est ça les péperdés. Unissons-nous tous ensemble dans la démocratie pour le progrès du Congo. Adhérons au PPRD. PPRD, c'est le bonheur du peuple congolais. Le PPRD vivra, vivra, le PPRD vivra, vivra, le PPRD. Oyez, 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 vive le PPRD, parti porte-étendard. Les PPRD, viva, viva, les PPRD, viva, viva, les PPRD, oyez, 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 vive le PPRD, parti porte-étendard. Merci. Nationaliste congolais à Bibi Playa à 14h à Mato. Faire des émissions avec ils sont entièrement